Des millions de soldats se sont retrouvés piégés dans une guerre qu'ils ne pouvaient plus contrôler. Lorsque le front se brisait et que les routes se fermaient, Hitler ordonnait de résister sans retrait, même si la division était encerclée, sans soutien et sans possibilité de recevoir des renforts. Des milliers sont morts dans des positions qui avaient perdu de leur valeur, devenus des points où la survie était impossible. La directive était exécutée sans exception. Des unités entières étaient envoyées défendre des villes détruites, des lignes brisées et des secteurs où l'ennemi avait une supériorité totale. Les généraux voyaient leurs forces disparaître en quelques jours, sans option de manœuvre. Chaque offensive soviétique exploitait cette rigidité et transformait chaque défense statique en un désastre. L'armée allemande s'est effondrée sous des ordres qui n'admettaient ni analyse, ni retraite, ni repli tactique. Pourquoi a-t-on imposé une stratégie qui a sacrifié des divisions entières de manière irréversible? Que cherchaient à accomplir leurs responsables et comment cette décision a-t-elle accéléré la fin du Reich? L'ordre absolu, l'origine du mandat. La stratégie que Hitler a convertie en une doctrine militaire absolue, se battre jusqu'au dernier homme, tenir chaque mètre de terrain quel qu'en soit le coût, interdire toute retraite sous n'importe quelle circonstance, n'est pas née d'un décret spontané, ni apparue lors d'une crise particulière du front. Elle a été le résultat d'un processus profond qui mêle traumatisme historique, distorsion idéologique et une relation profondément déséquilibrée entre le chef du Troisième Reich et son appareil militaire. Comprendre l'origine de ce mandat nécessite de revenir aux tranchées de 1918, où un simple soldat nommé Adolf Hitler a formé une interprétation de l'effondrement allemand qui marquerait la conduite de la Seconde Guerre mondiale. En novembre 1918, l'Allemagne a signé l'armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Pour des millions de soldats allemands, la nouvelle est arrivée comme un coup incompréhensible. Le front occidental n'avait pas définitivement cédé, les lignes résistaient encore en territoire ennemi, et pourtant, la guerre se terminait. Dans les tranchées, un mythe s'est propagé qu'Hitler a adopté avec un zèle absolu. L'Allemagne n'avait pas été vaincue sur le champ de bataille, mais trahie de l'intérieur. Cette narration, connue sous le nom de coup de poignard dans le dos, soutenait que des politiciens, des socialistes et des éléments subversifs avaient miné la volonté nationale, tandis que l'armée pouvait encore combattre. Bien que historiquement fausse, cette interprétation s'est incrustée dans l'esprit d'Hitler comme une vérité fondamentale. Pour lui, la défaite allemande n'était pas le résultat d'un épuisement matériel, d'erreurs stratégiques ou de la supériorité ennemie. C'était une conséquence de la faiblesse morale. Le problème n'avait pas été militaire, mais psychologique. L'Allemagne a perdu parce qu'elle a cédé, parce qu'elle a permis des retraites, parce que la discipline s'est relâchée, parce qu'il a manqué de volonté. Cette conviction émotionnelle, non rationnelle, deviendrait le cœur de sa stratégie militaire future. La retraite n'était pas un outil tactique légitime, mais le premier pas vers l'effondrement total. Céder du terrain équivalait à admettre une défaite. Résister, peu importe les circonstances, était la seule réponse valable. Pendant la décennie 1920, tout en construisant son mouvement politique, Hitler a répété cette interprétation jusqu'à la transformer en dogme. La guerre n'était pas perdue par manque de ressources ou d'échecs tactiques, mais par manque de volonté inébranlable. Dans sa vision, la force psychologique surpassait tout désavantage matériel. Cette perspective s'est consolidée dans son œuvre principale, où il exprimait que la guerre était une épreuve de survie raciale et politique. Sous cette prémisse, céder du terrain n'était pas simplement un mouvement tactique, mais un signe de décadence. La terre conquise n'était pas une ressource interchangeable, mais un témoignage physique de l'avancement du Reich et de la supériorité du peuple allemand. Lorsque le parti nazi est arrivé au pouvoir en 1933, cette conception idéologique a commencé à s'infiltrer dans la structure de l'État. La guerre était interprétée comme une lutte totale, où il n'y avait pas de place pour le doute ou la révision. Le leadership devait être monolithique, l'armée devait fonctionner comme l'expression directe de la volonté du Führer. Toute divergence, même technique, pouvait être interprétée comme une opposition politique. En 1934, Hitler a obligé l'armée à prêter un serment de loyauté personnelle envers lui, pas envers la Constitution ni la nation, établissant ainsi le cadre d'une obéissance absolue.
Pour de nombreux officiers, cela représentait une rupture radicale avec la tradition prussienne de professionnalisme, mais la plupart l'ont accepté par commodité ou sous pression. Cette fidélité personnalisée a facilité le fait que, plus tard, l'ordre de ne pas reculer acquiert un statut presque sacré. Le succès militaire allemand, entre 1939 et 1941, renforça dangereusement le mythe selon lequel Hitler possédait un instinct stratégique supérieur. La Pologne tomba en quelques semaines. La Norvège fut occupée malgré les avertissements des généraux. La France, considérée comme une puissance militaire de premier ordre, s'effondra en 6 semaines. Les Balkans furent soumis rapidement. Les premiers mois de l'invasion de l'Union soviétique semblaient confirmer le génie hitlérien. Chaque victoire augmentait sa confiance en son propre jugement et affaiblissait l'autorité de l'état-major professionnel. Lorsque certains généraux proposaient des replis limités ou des ajustements défensifs, Hitler les ignorait, convaincu que son intuition était supérieure à la doctrine militaire traditionnelle. Cette dynamique a créé une structure perverse. Chaque victoire renforçait l'idée que l'obéissance aveugle au Führer donnait de meilleurs résultats que le fait de suivre les principes militaires établis. Les officiers qui remettaient en question ces décisions étaient considérés comme des pessimistes ou des lâches. Ceux qui obéissaient sans discuter étaient récompensés par des promotions et des décorations. L'armée a commencé à perdre sa capacité d'analyse critique, la remplaçant par une soumission à la volonté du leader. Le professionnalisme militaire était subordonné à la loyauté politique. Lors de l'invasion de l'Union soviétique en juin 1941, toute possibilité de flexibilité opérationnelle disparut. Hitler voyait cette campagne non pas comme une opération militaire, mais comme une guerre idéologique, où le territoire conquis devait être maintenu sans exception. La terre était un espace vital, chaque kilomètre perdu était un recul politique inacceptable. Cette pensée devint explicite dans ses discours internes. Céder du terrain signifiait admettre la faiblesse. La retraite était le signe du défaitisme. La résistance absolue était la seule démonstration valide de la force du Reich. Ces idées n'étaient pas des exagérations rhétoriques, mais des guides stratégiques concrets. Hitler croyait vraiment que la volonté pouvait compenser le désavantage matériel, que le sacrifice total équivalait à la victoire, et que la résistance fanatique inspirerait la peur à l'ennemi. Le moment critique est arrivé pendant l'hiver de 1941 à 1942. L'offensive allemande vers Moscou avait échoué, les températures ont brutalement chuté et la contre-attaque soviétique menaçait de désintégrer le front. Des milliers d'unités allemandes se retrouvèrent exposées, encerclées ou au bord du siège. La logique militaire exigeait de se retirer et de raccourcir le front pour consolider les positions défensives. Hitler l'a interdit catégoriquement. Craignant un nouveau 1918, il ordonna de résister sans céder un mètre. Ce fut la première application massive du principe de non-retrait en aucune circonstance. Contre toute attente, certaines positions ont réussi à résister à l'hiver. Pour Hitler, cela a confirmé la validité absolue de sa doctrine. Résister à tout prix était ce qui avait sauvé le front. Il a ignoré que les conditions spécifiques de l'hiver, qui affectaient également les soviétiques, et la faiblesse temporaire de l'armée rouge étaient des facteurs décisifs. L'important est que l'épisode a renforcé sa conviction maladive que la retraite n'était non seulement inutile, mais contre-productive. À partir de ce moment, Hitler a considéré l'interdiction de la retraite comme une tactique légitime, voire essentielle. Cette interprétation serait cruciale pour les années suivantes. La vision hitlérienne de la guerre reposait sur 3 piliers idéologiques. Premièrement, la croyance en la volonté absolue. Il était convaincu que la force psychologique était plus importante que les réserves de matériel ou la position tactique. Celui qui faisait preuve de résistance totale pouvait faire pencher la balance même dans des conditions adverses. Deuxièmement, le sacrifice comme outil politique. Pour Hitler, la perte de vie n'était pas un échec militaire, mais un acte nécessaire de résistance nationale. Cela ne signifiait pas simplement un mépris pour la vie humaine, c'était la croyance sincère que la nation elle-même se renforçait par le sacrifice. Troisièmement, la guerre comme purge. Dans sa mentalité, ceux qui ne pouvaient pas résister devaient être éliminés, car la faiblesse équivalait à la décadence. Cette idée conduisait naturellement à se battre jusqu'au dernier homme. Les unités qui ne tenaient pas étaient indignes de la mission historique du Reich.
Entre 1942 et 1944, Hitler a transformé l'interdiction de la retraite en une norme permanente. Cela s'est exprimé par des ordres directs de maintenir les positions quel qu'en soit le coût, la création du concept de forteresse, villes et secteurs désignés comme des points de résistance absolue qui devaient être maintenus même encerclés, l'élimination de la flexibilité opérationnelle par une intervention directe dans les décisions des divisions et des corps, et la création d'une culture du commandement basée sur la peur où toute proposition de retraite était considérée comme du défaitisme, un terme idéologique équivalent à un soupçon de trahison. Des officiers expérimentés étaient remplacés par des commandants dont la principale qualité était l'obéissance inconditionnelle. Pour Hitler, la retraite était inacceptable pour des raisons fondamentales. Elle contredisait son récit de 1918. S'il permettait une retraite, il admettait que sa vision du passé était erronée, et pour un leader basé sur sa propre infaillibilité historique, cela était impossible. C'était incompatible avec sa vision raciale du conflit. L'Est n'était pas un champ de bataille, mais le futur territoire du Reich, et céder du terrain impliquait de renoncer à la mission historique du peuple allemand. Il préférait la défense rigide parce que la défense mobile exigeait flexibilité et décision décentralisée, ce qui érodait son contrôle direct. Et il confondait force morale et succès militaire. Il croyait que la résistance absolue pouvait inspirer la peur à l'ennemi et changer le cours de la guerre par pure force de volonté. La destruction de la 6e armée à Stalingrad n'affaiblit pas l'intransigeance de Hitler. Elle la renforça. Le désastre devint une raison supplémentaire d'interdire de futures retraites. Dans sa logique, la faute n'était pas due aux ordres, mais à l'armée qui n'avait pas résisté suffisamment. À partir de 1943, chaque retraite fut interdite de manière catégorique. Chaque proposition d'ajustement défensif était vue comme une trahison. Chaque commandant qui suggérait de la flexibilité était considéré comme suspect. La radicalisation culmina avec l'idée que garder le terrain était un acte de pureté idéologique. La défense totale devint une épreuve de fidélité au Führer. Vers 1944, la stratégie de lutter jusqu'au dernier homme cessa d'être une tactique militaire et devint un outil politique. Hitler l'utilisait pour vérifier l'obéissance de ses commandants. Celui qui obéissait était loyal. Celui qui proposait des alternatives était vu comme un ennemi potentiel. Le mandat devint un mécanisme de contrôle, non une stratégie militaire. Il n'était plus conçu pour gagner la guerre, mais pour affirmer l'autorité de Hitler face à une armée de moins en moins disposée à le suivre. Dans sa forme finale, la stratégie hitlérienne avait 3 caractéristiques définitives. Elle était idéologique. Elle ne se basait pas sur des données tactiques ni logistiques. Elle était absolue. Sans exception, sans adaptation, sans contexte. Elle était autodestructrice. Elle conduisait inévitablement à la perte d'unités entières. Ces caractéristiques, combinées, créaient une doctrine militaire qui s'opposait frontalement à toute analyse professionnelle et à la réalité du champ de bataille. L'origine de l'idée de lutter jusqu'au dernier homme n'était pas une nécessité militaire, mais une construction idéologique durcie par le fanatisme personnel, le traumatisme historique et la structure rigide du régime nazi. Cet ordre absolu, né dans les tranchées de 1918 et consolidé dans les bunkers de commandement du Troisième Reich, deviendrait l'instrument qui détruirait l'armée allemande elle-même de l'intérieur. Un front impossible, limite réelle de la guerre totale. Lorsque Hitler imposa l'ordre de résister sans retrait, la Wehrmacht faisait déjà face à un contexte matériel qui rendait impossible l'exécution de cette stratégie. Les conditions physiques du front de l'Est, les limitations logistiques de l'armée allemande et la supériorité croissante soviétique créèrent une réalité opérationnelle où aucun mandat politique ne pouvait changer les faits sur le terrain. L'ordre de ne pas reculer échouait non pas parce que les généraux étaient incompétents, ni parce que les soldats manquèrent de volonté. Il échouait parce qu'il était militairement impossible de l'exécuter dans les conditions réelles de la guerre à l'Est. Le front de l'Est était, en lui-même, une raison de rejeter toute stratégie rigide. La distance depuis la Baltique jusqu'à la mer Noire dépassait les 2000 km, une étendue si énorme que même les armées les plus puissantes du monde auraient eu besoin d'une flexibilité extrême pour opérer. L'Allemagne, malgré son efficacité initiale, n'a jamais été prête à soutenir un front continu de telle dimension.
Les lignes de communication étaient longues, vulnérables et dépendaient d'une infrastructure ferroviaire incomplète. Le réseau soviétique utilisait une largeur de voie différente de celle de l'Europe et nécessitait une conversion, ce qui retardait le transport des fournitures, des troupes et du carburant. L'avance de 1941 avait poussé l'Allemagne beaucoup trop loin dans un territoire hostile, à l'infrastructure pauvre et aux distances impossibles. Le climat aggravait chaque problème logistique. En hiver, la glace arrêtait le transport et gelait les machines. Au printemps, la boue rendait les chemins impraticables dans un phénomène connu sous le nom de Rasputitsa, la saison de boue. En été, la poussière endommageait les moteurs et obstruait les systèmes mécaniques. En automne, les pluies transformaient les routes en bourbiers. Maintenir n'importe quelle ligne solide était un défi extrême. Maintenir une ligne sans pouvoir se retirer était directement impossible. Le grand mythe concernant la Wehrmacht est qu'elle était entièrement motorisée. En réalité, en 1941, plus de 70% du transport dépendait des chevaux. Au fur et à mesure que la guerre progressait, cette proportion empirait. L'Allemagne manquait de pétrole suffisant, de camions suffisants et de pièces de rechange suffisantes pour soutenir des opérations prolongées. La perte de mobilité ne signifiait pas seulement une difficulté à avancer. Elle impliquait aussi une incapacité à déplacer les réserves là où elles étaient nécessaires, une incapacité à retirer les unités avant qu'elles ne soient encerclées, l'impossibilité de réorganiser les positions avant une grande attaque, des retards fatals dans le déplacement de l'artillerie et, le plus important, l'incapacité à battre en retraite de manière ordonnée lorsque le front s'effondrait. Lorsque Hitler a interdit les retraites, il a complètement ignoré que l'armée n'avait plus les moyens logistiques pour déplacer rapidement les unités. Dans de nombreux secteurs, même lorsqu'un commandant décidait d'exécuter une retraite discrète, le simple mouvement de divisions épuisées sur des routes détruites les exposait au feu ennemi pendant des jours. La retraite n'était pas seulement une décision militaire, c'était un processus physique que l'armée allemande ne pouvait plus exécuter efficacement. À partir de 1943, la Wehrmacht ne retrouva jamais son intégralité. Une division allemande standard devait compter environ 15 000 hommes. En 1944, de nombreuses divisions comptaient 6 000, 4 000 ou même 2 500 effectifs. Des unités complètes opéraient avec à peine un tiers de leur effectif. Les retraites ordonnées exigent suffisamment d'infanterie pour couvrir les flancs, des réserves pour protéger les mouvements, de l'artillerie arrière, des ingénieurs pour faire sauter les ponts et des lignes de communication stables. Les divisions allemandes manquaient de tout cela. Lorsque Hitler disait de maintenir la position, les divisions qui devaient exécuter cet ordre n'avaient pas assez de force, même pour défendre 1 kilomètre de front, encore moins pour résister à une attaque coordonnée de l'armée rouge. Depuis 1942, l'Union soviétique a réorganisé son industrie et a réussi à produire des quantités massives de chars, d'artillerie, de munitions, d'avions et de véhicules blindés. De plus, elle disposait d'une base de recrutement beaucoup plus grande. Cela lui permettait de lancer des offensives successives dans différents secteurs. Lorsqu'une offensive échouait, une autre débutait quelques semaines après. L'Allemagne, avec des ressources limitées, ne pouvait pas répondre. Cette dynamique créait un problème direct pour l'ordre de ne pas reculer. Chaque offensive soviétique augmentait la pression jusqu'à briser toute ligne allemande statique. Les soviétiques pouvaient répéter les coups encore et encore. Les Allemands ne pouvaient pas se reposer, se renforcer, ni se réorganiser. Chaque attaque érodait plus la force défensive et sans possibilité de se retirer pour raccourcir le front, les divisions étaient exposées à une usure continue. Ne pas reculer signifiait être broyé lentement. L'armée rouge a développé un système d'artillerie massif et flexible qui pouvait concentrer des dizaines de milliers de projectiles dans des secteurs étroits. Cette préparation d'artillerie profonde était capable d'anéantir les tranchées, de détruire les positions défensives, de couper les communications, de pulvériser les lignes de commandement et de désorganiser complètement le front défensif. Une ligne statique sans option de recul équivalait à une mort assurée sous des bombardements massifs. Dans une défense flexible, les unités peuvent se retirer quelques centaines de mètres avant le bombardement et revenir après. Hitler a interdit cette pratique, ce qui signifiait que des milliers d'hommes restaient dans la zone exacte où tombaient des tonnes d'explosifs. L'ordre de ne pas abandonner les positions n'était pas seulement rigide,
Il était mortel dans un contexte où l'artillerie soviétique avait perfectionné des attaques de rupture d'une énorme intensité. Depuis la fin de 1943 et pendant toute l'année 1944, l'Allemagne souffrait d'une crise catastrophique de carburant. Ses champs pétrolifères en Roumanie et en Hongrie étaient sous attaque aérienne constante. L'essence synthétique produite par hydrogénation n'était pas suffisante pour couvrir les besoins minimaux. Sans carburant, les chars ne peuvent pas manœuvrer, les camions ne peuvent pas retirer des unités, l'artillerie ne peut pas se repositionner, les ambulances ne peuvent pas évacuer les blessés, l'aviation peut à peine décoller. Un ordre de ne pas se retirer implique que les unités doivent recevoir du carburant à la position qu'elles occupent. Mais lorsque le carburant n'arrive pas, la ligne défensive se transforme en un point fixe sans mobilité, sans capacité de réaction et sans possibilité d'exécution tactique minimale. Le front allemand devint ainsi une série de positions immobiles, exposées à la guerre d'usure que l'armée rouge maîtrisait avec brio. À partir de 1943, l'Allemagne a perdu le contrôle aérien dans la plupart des secteurs. Sans supériorité aérienne, voire sans parité, l'armée rouge avait la liberté de détruire des positions statiques, d'attaquer des colonnes en retraite, de couper les routes logistiques, de détecter des mouvements de troupes et de corriger l'artillerie en temps réel. Une ligne qui ne peut pas reculer est une ligne sans capacité de se cacher. La Luftwaffe ne pouvait plus fournir de couverture pour les retraites ni interrompre les attaques soviétiques. L'absence d'aviation transformait l'ordre de ne pas reculer en une sentence d'isolement tactique. Après des années de campagne continue, la Wehrmacht était épuisée. Ce n'était pas un aspect psychologique mais physiologique. Les soldats souffraient de malnutrition, de froid constant, de maladies, de privation de sommeil et d'usure physique sévère. Une retraite nécessite rapidité, coordination, discipline, force physique et attention constante. Les troupes allemandes ne pouvaient plus soutenir des mouvements complexes sous une pression extrême. Leur demander de résister sans pouvoir céder de terrain signifiait nier la capacité biologique d'une armée épuisée. L'armée rouge, qui en 1941 commettait des erreurs graves, a appris à attaquer la rigidité allemande. Les soviétiques ont identifié que la Wehrmacht n'avait pas de réserve suffisante, ne pouvait pas raccourcir les lignes, ne pouvait pas se repositionner rapidement et devait maintenir certains points à tout prix sur ordre d'Hitler. Cela a permis de développer des opérations conçues pour exploiter cette inélasticité. Rupture initiale contre des secteurs affaiblis, exploitation profonde par des chars rapides et fermeture de pinces autour de positions qu'Hitler interdisait d'abandonner. Chaque fois qu'une ville était déclarée forteresse, les soviétiques voyaient un objectif fixe parfait à encercler et détruire. La rigidité doctrinale allemande est devenue un avantage tactique pour l'ennemi. Le front de l'Est avait des cycles climatiques dévastateurs. L'hiver extrême avec des températures sous zéro gelait les armes et les moteurs. La Rasputitsa rendait les chemins impraticables pendant des semaines. Pendant ce temps, Hitler continuait à exiger des positions fixes. Une défense statique en hiver signifiait des cabanes gelées, des lignes de ravitaillement coupées, le gel des aliments et des liquides, et une exposition continue à des températures mortelles. Une retraite planifiée permet de regrouper les troupes, de distribuer des abris et de réorganiser les routes. L'interdiction de la retraite obligeait à rester dans des endroits où le climat lui-même tuait autant d'hommes que l'ennemi. Hitler exigeait de maintenir des villes détruites, des lignes sans valeur tactique, des saillants exposés, des régions sans importance opérationnelle et des secteurs trop vastes pour être défendus. Ce modèle n'avait pas de précédent dans la planification militaire moderne. La défense totale force à disperser des forces rares et dilue la capacité défensive. Un commandant professionnel priorise les positions clés. Hitler considérait toutes les positions comme également importantes. Plus le front s'élargissait, plus il était impossible de respecter l'ordre. Plus l'ordre était impossible, plus Hitler insistait sur son respect. Résumé de manière strictement opérationnelle, il n'y avait pas assez d'hommes, pas assez de carburant, pas assez de mobilité, pas assez de réserves, pas assez d'artillerie, pas assez de troupes fraîches, pas de couverture aérienne, pas de routes utiles, pas de lignes d'approvisionnement stables, pas de temps. Le mandat de ne pas reculer échouait non pas parce que les généraux étaient incompétents, ni parce que les soldats manquaient de volonté. Il échouait parce qu'il était militairement impossible de l'accomplir dans les conditions réelles du front de l'Est.
l'ordre de lutter jusqu'au dernier homme contredisait les fondements mêmes de la guerre à l'Est. Distances énormes, insuffisance de mobilité, faiblesse logistique, épuisement du personnel, supériorité soviétique croissante et rigidité doctrinale contrainte. Ces conditions matérielles n'étaient net pas des obstacles temporaires que l'on pouvait surmonter avec détermination. C'étaient des limites physiques absolues qu'aucune idéologie ne pouvait modifier. Le front était impossible à maintenir sous une stratégie rigide, et chaque jour qui passait, cette impossibilité devenait plus évidente sur le terrain. La machine en panne, l'effondrement tactique. L'interdiction de se retirer a transformé le champ de bataille en un cimetière de divisions allemandes. Ce qui s'est passé sur le terrain lorsque cette doctrine a été appliquée a été un désastre tactique systématique. Encerclement massif, perte d'unités complètes, destruction d'artillerie, anéantissement de blindés et désintégration de toute cohérence défensive. L'armée allemande, conçue pour manœuvrer, a été obligée de rester immobile tandis que l'ennemi perfectionnait des méthodes pour l'anéantir. Le premier effet visible a été la création constante de poches d'encerclement. Chaque fois que l'armée rouge lançait une offensive, elle identifiait les points où les divisions allemandes ne pouvaient pas se déplacer. Les soviétiques perçaient le front sur les flancs de ces positions fixes, avançaient vers l'arrière et fermèrent la pince. Les unités piégées n'avaient pas de carburant pour s'échapper, pas d'ordre pour abandonner le secteur et pas de route d'évacuation. Le résultat était toujours le même, destruction totale ou reddition massive. Stalingrad fut le cas le plus connu, mais il y eut des dizaines d'encerclements similaires à plus petite échelle qui ont détruit des divisions entières sans que le monde ne connaisse leur nom. La rigidité allemande a permis aux soviétiques de perfectionner une technique d'anéantissement extrêmement efficace. Ils concentraient d'abord l'artillerie sur un secteur étroit pendant des heures, pulvérisant les positions défensives. Ensuite, ils lançaient des vagues d'infanterie et de chars qui brisaient la ligne. Une fois la brèche ouverte, les unités blindées avançaient profondément vers l'arrière ennemi, évitant les combats frontaux et cherchant à encercler les positions. Finalement, ils fermèrent l'étau et le processus d'anéantissement commençait. Les divisions piégées combattaient jusqu'à épuisement des munitions, tentaient ensuite de rompre l'encerclement sans succès et finalement se désintégraient. Cette méthode a détruit des centaines de milliers de soldats qui, s'ils avaient pu se replier à temps, auraient survécu pour défendre des positions plus favorables. Chaque encerclement signifiait la perte non seulement d'hommes, mais aussi de tout l'équipement lourd. Lorsqu'une division était entourée, elle perdait ses canons d'artillerie, ses véhicules de transport, ses chars restants, ses pièces anti-aériennes et ses dépôts de munitions. L'Allemagne n'avait pas la capacité industrielle pour remplacer ces pertes à la vitesse à laquelle elles se produisaient. La tactique de défense statique équivalait à un mécanisme qui démontait lentement et systématiquement la machine de la Wehrmacht. Chaque encerclement fermé était une blessure irréparable dans la structure de l'armée. La doctrine imposée a complètement détruit l'élasticité défensive. Dans une défense flexible, les unités peuvent céder du terrain face à une attaque supérieure, se regrouper sur une seconde ligne et contre-attaquer lorsque l'ennemi est étendu. Ce principe fondamental a été annulé. Les divisions devaient résister exactement là où elles se trouvaient, quel que soit le caractère défendable ou non de la position. Cela signifiait qu'une seule attaque soviétique bien exécutée pouvait traverser tout le système défensif sans rencontrer une seconde couche de résistance. Les divisions étaient détruites dès la première attaque car il n'existait pas de profondeur tactique. L'incapacité à se déplacer a également détruit la capacité de réorganisation. Lorsqu'une unité subissait de lourdes pertes, elle devait se retirer temporairement pour intégrer des renforts, redistribuer le personnel et récupérer la cohésion. Le mandat rendait ce processus impossible. Les divisions restaient en première ligne même lorsqu'elles avaient perdu la moitié de leurs effectifs, puis continuaient à se battre lorsqu'il ne leur restait qu'un tiers, et enfin étaient anéanties lorsqu'elles n'avaient plus assez de force pour se défendre. Chaque bataille laissait les unités plus affaiblies sans possibilité de se reconstruire. La Wehrmacht se consumait de l'intérieur sans possibilité de régénération. Les Soviétiques ont rapidement appris à identifier quelles positions allemandes devaient être tenues pour des raisons politiques. Ces positions devenaient des cibles prioritaires parce qu'ils savaient que les défenseurs ne bougeraient pas. L'artillerie ajustait ses coordonnées à temps, l'aviation identifiait les points exacts de résistance
et les éclaireurs localisaient chaque position défensive. Dans la guerre moderne, rester, c'est révéler sa position. Se révéler, c'est s'exposer, s'exposer, c'est mourir. La doctrine obligeait à rester dans des positions connues, battues, exposées et sans option de rotation. Cela accélérait de façon exponentielle la perte d'hommes et d'équipements. La stratégie des forteresses a aggravé le désastre tactique de manière exponentielle. Des villes entières ont été déclarées points de résistance absolue, devant être maintenues jusqu'au dernier homme. Ces garnisons étaient encerclées, isolées et condamnées. Courlande, Breslau, Königsberg et des dizaines d'autres positions ont été transformées en pièges mortels, où des divisions entières ont disparu sans aucun bénéfice opérationnel. Les Soviétiques entouraient simplement ces forteresses, les isolaient avec des forces minimales et continuaient à avancer. Les garnisons allemandes restaient piégées pendant des mois, consommant leurs dernières réserves jusqu'à être finalement anéanties ou capturées. Chaque forteresse détruite équivalait à des mois de recrutement, de production et d'entraînement, jetés par-dessus bord sans aucun résultat stratégique. L'interdiction de mouvement a également supprimé toute possibilité de contre-attaque efficace. Une armée qui ne peut pas reculer ne peut pas non plus redistribuer les forces, réorganiser les réserves ou planifier des manœuvres de flanc. Toutes les unités étaient engagées dans des positions fixes, sans marge de manœuvre offensive. La Wehrmacht a perdu l'initiative tactique avant même de perdre l'initiative stratégique. Les commandants sont devenus de simples administrateurs de positions condamnées. Cela éliminait toute possibilité de contre-offensives opérationnelles significatives après 1943, sauf dans des cas isolés où l'initiative surgissait malgré les restrictions imposées. Les retraits permettent de maintenir la continuité du front, d'ajuster les secteurs faibles, de renforcer les points vulnérables et de combler les brèches. En interdisant cet outil, les divisions se sont retrouvées complètement déconnectées les unes des autres. Lorsqu'une unité était détruite ou reculait par effondrement, les unités voisines se retrouvaient exposées. Cette fragmentation provoquait des brèches soudaines, des ruptures en chaîne, des faiblesses sur les flancs et une désorganisation totale. Les divisions cessaient de fonctionner comme partie d'un front cohérent et commençaient à agir comme des îles sans possibilité de se soutenir mutuellement. Le front allemand est devenu une collection de positions isolées que les soviétiques pouvaient détruire une par une grâce à des offensives concentrées. Les réserves mobiles existent pour arrêter les pénétrations, colmater les brèches et contre-attaquer les points exposés. Le mandat obligeait à engager ces réserves dans des positions statiques ou à les envoyer dans des forteresses indéfendables. Cela conduisit à ce que les divisions Panzer soient absorbées par des défenses statiques, les réserves de l'armée soient utilisées comme infanterie improvisée, il n'existait pas de force mobile pour répondre aux attaques surprises et les contre-attaques se réduisaient à des escarmouches sans effet opérationnel réel. La Wehrmacht perdit la capacité de réagir en profondeur. Chaque défense était un mur rigide, chaque rupture était catastrophique et irréversible. La doctrine a également détruit la capacité des commandants à exercer l'art opérationnel. Une armée qui ne peut pas adapter sa défense perd sa capacité de manœuvre. Le système a annulé l'initiative locale, la capacité prédictive, le mouvement tactique et toute forme de défense intelligente. Les commandants ne pouvaient pas se replier, ils ne pouvaient pas ajuster les lignes, ils ne pouvaient pas réorienter les forces. Leur seule fonction était de tenir jusqu'à être détruits. Cela a éliminé l'art opérationnel allemand. La Wehrmacht, célèbre pour sa capacité d'adaptation et sa flexibilité tactique, a été transformée en une armée qui opérait sous un schéma suicidaire contrôlé à distance. Lorsqu'un secteur allemand résistait tandis que les secteurs voisins cédaient par effondrement, la ligne se déformait créant des saillies anguleuses extrêmement vulnérables. Les soviétiques exploitaient ces saillies par des attaques sur les flancs, des pénétrations profondes, des enveloppements doubles et une exploitation rapide des brèches. Une saillie rigide est une cible tactique idéale. Une division qui maintient le terrain sans évaluer la situation se retrouve inévitablement isolée. Ces micropoches apparaissaient constamment, même dans les secteurs de petite taille, alimentés par l'idée que chaque point du front devait être tenu sans exception. La perte d'équipements lourds était dévastatrice et cumulative. Chaque fois qu'une division était encerclée, l'Allemagne perdait non seulement des soldats, mais aussi des canons, des chars, des camions et des munitions
qui ne pouvait ne pas être remplacé. L'industrie allemande, déjà sous pression extrême, ne pouvait compenser ces pertes massives. Pour 1944, de nombreuses divisions opéraient avec une artillerie minimale, sans blindés de soutien et avec des transports improvisés. La capacité de feu de l'armée allemande s'est effondrée non pas par manque de production initiale, mais parce que la doctrine de défense statique garantissait la perte systématique de tout le matériel lourd dans chaque encerclement. L'incapacité à établir des lignes défensives en profondeur fut un autre effet tactique catastrophique. Une défense en profondeur exige plusieurs ceintures défensives où l'attaquant s'use progressivement. La doctrine imposée a éliminé cette possibilité. Les divisions allemandes défendaient une seule ligne, et lorsqu'elle était franchie, il n'y avait rien derrière. Les soviétiques exploitaient ces brèches avec des unités mobiles qui pénétraient sur des kilomètres dans l'arrière-garde allemande sans rencontrer de résistance organisée. La défense allemande est devenue une coquille mince qui, une fois rompue, exposait tout le secteur. La capacité de manœuvre avait été historiquement la force de l'armée allemande. La doctrine prussienne, puis allemande, reposait sur la flexibilité, l'initiative décentralisée et la capacité d'adaptation rapide. Tout cela a été annulé. Les officiers qui, pendant des décennies, avaient été formés à prendre des décisions tactiques basées sur la situation réelle, ont été contraints d'exécuter des ordres qui contredisaient tout ce qu'ils avaient appris. Le résultat a été la mort du professionnalisme tactique allemand. Les meilleurs commandants du monde ont été réduits à des exécutants d'une doctrine qui garantissait leur propre destruction. Les soviétiques ont développé des opérations spécifiques pour exploiter la rigidité allemande. Ils identifiaient des secteurs où ils savaient que les divisions allemandes ne pouvaient pas se déplacer, concentraient des forces supérieures à ces points, rompaient le front et exploitaient la pénétration avec des unités blindées. Cette méthode, perfectionnée entre 1943 et 1944, s'est répétée dans des dizaines d'opérations: rupture, exploitation, encerclement, anéantissement. La Wehrmacht s'est retrouvée piégée dans un cycle prévisible où chaque offensive soviétique détruisait des divisions complètes qui ne pouvaient pas s'échapper car il leur était interdit de se déplacer. La perte de cohésion entre les unités fut peut-être l'effet le plus insidieux. Une armée fonctionne lorsque ses parties se soutiennent mutuellement. Les divisions allemandes, obligées de rester en position fixe sans coordination avec les unités voisines, perdirent cette capacité. Lorsqu'une division s'effondrait, les unités adjacentes étaient exposées mais ne pouvaient pas ajuster leur position. Cela créait des effets dominos où l'effondrement d'un secteur provoquait l'effondrement en chaîne de secteurs entiers. Le front allemand se fragmenta en morceaux incohérents que les soviétiques pouvaient isoler et détruire systématiquement. L'impossibilité de réaliser des replis tactiques a éliminé un outil fondamental de la guerre défensive. Un repli bien exécuté permet de conserver des forces, de gagner du temps, de raccourcir les lignes et de réorganiser la défense. La Wehrmacht, privée de cet outil, était condamnée à livrer chaque bataille dans les conditions les plus défavorables possibles. Les divisions ne pouvaient pas choisir où se battre, elles ne pouvaient pas chercher un terrain favorable, elles ne pouvaient pas éviter des combats désavantageux. Chaque bataille se livrait exactement où l'ennemi le souhaitait, dans les conditions que l'ennemi imposait. Les effets cumulés de toutes ces catastrophes tactiques furent dévastateurs. Chaque encerclement détruisait des divisions entières. Chaque forteresse consommait des garnisons entières. Chaque secteur rigide devenait une saillie vulnérable. Chaque position fixe était pulvérisée par l'artillerie. Chaque division piégée perdait tout son équipement lourd. Chaque ligne sans profondeur était traversée en une seule attaque. Chaque front fragmenté perdait sa cohérence. Chaque réserve engagée éliminait la capacité de réaction. Tout ce qui rendait l'armée allemande forte fut détruit par une seule directive: ne jamais reculer. L'effondrement tactique de l'armée allemande n'était pas le produit de l'incompétence militaire, ni d'un manque de courage. C'était la conséquence directe et mécanique d'une doctrine qui transformait les unités de combat en cibles immobiles. La Wehrmacht cessa d'être une armée capable de manœuvrer et se transforma en une structure rigide, vulnérable et prévisible. La machine militaire allemande, qui avait fonctionné avec une précision dévastatrice pendant les premières années de la guerre, fut brisée par une stratégie qui niait les principes de base de la guerre moderne.
L'interdiction de battre en retraite ne fut pas simplement une erreur tactique. Ce fut le mécanisme qui démonta pièce par pièce la capacité opérationnelle de l'armée allemande. Le commandement fracturé, choc entre Hitler et ses généraux. Après avoir évincé Halder, le Führer décida qu'il devait lui-même diriger non seulement la stratégie générale, mais aussi les décisions tactiques. Cela représentait une rupture sans précédent dans le commandement militaire moderne. Le modèle allemand cessa d'être un système de planification professionnelle pour se transformer en une pyramide inversée où le sommet prenait des décisions de niveau granulaire. Il dictait des positions exactes de division, assignait des itinéraires alternatifs sans consulter les officiers en première ligne, retardait des mouvements essentiels par intuition, interdisait des retraites nécessaires, ordonnait des contre-attaques impossibles et micro-gérait des opérations sans comprendre la situation réelle. En improvisant des décisions sans information complète, il détruisait la logique opérationnelle de l'armée. La chaîne de commandement devint un tunnel à sens unique, des ordres absolus venant d'en haut, sans retour d'informations d'en bas. L'armée ne pouvait ni corriger ni ajuster. La doctrine allemande exigeait de l'initiative locale, s'adapter au terrain, exploiter les opportunités, changer les plans selon la situation. Cette tradition fut détruite en imposant des ordres absolus qui devaient être suivis à la lettre. Les généraux savaient que dévier d'un ordre pouvait signifier une destitution immédiate, une perte de commandement, une surveillance des SS ou une suspicion de trahison. En conséquence, personne ne prenait de risques, personne ne proposait d'alternative, personne ne déplaçait une unité sans autorisation, personne n'agissait de manière indépendante, même si la situation l'exigeait en urgence. La Wehrmacht est passée d'une armée manœuvrable à une armée paralysée par la peur, une structure qui attendait des ordres qui arrivaient tard et étaient impossibles à exécuter. Les généraux allemands n'étaient ni subversifs ni opposants politiques. La plupart étaient fidèles au régime, mais le conflit est apparu car on exigeait une obéissance totale, même lorsque les ordres contredisaient la réalité militaire. Les réunions entre le leader et des figures comme Manstein, Guderian, Model, Rommel ou Rundstedt devenaient de plus en plus tendues. Chacun, à son tour, avait des affrontements directs avec le Führer. Manstein proposait des retraites mobiles pour préserver les forces, et cela était vu comme un signe de faiblesse morale. Guderian exigeait de réorganiser les forces blindées et avertissait sur la faiblesse du front, recevant des accusations d'alarmisme inutile. Model, même étant l'un des commandants les plus fidèles, se heurtait fréquemment lorsqu'il essayait d'ajuster le front pour éviter les catastrophes. Rundstedt répétait un message constant sur la nécessité de choisir entre la retraite ou la destruction, et il fut destitué plusieurs fois. Le conflit n'était pas idéologique, mais fonctionnel. Le leadership refusait d'accepter que la réalité militaire devait guider la stratégie. Pour lui, la stratégie était une extension de sa volonté personnelle. Le commandement allemand a fini plongé dans une atmosphère de terreur psychologique. Les généraux évitaient de dire ce qu'ils savaient parce que le chef réagissait avec colère aux mauvaises nouvelles. Interpréter la réalité est devenu dangereux. Toute suggestion de retraite était considérée comme une trahison. Les officiers voyaient des collègues tomber pour avoir exprimé leur désaccord. Les SS surveillaient les conversations. Le Führer humiliait publiquement ceux qui le contredisaient. Dans ces conditions, l'état-major a cessé d'être un corps analytique et est devenu un moteur administratif qui transmettait des ordres sans les remettre en question. L'autocensure était totale. Les généraux disaient ce qu'on voulait entendre, non ce que la situation exigeait de communiquer. Le leader se méfiait des officiers professionnels qu'il considérait comme pessimistes et déconnectés de l'esprit national. Pour les contrer, il a renforcé des figures et des structures qui lui devaient une loyauté absolue. Les SS, les autorités régionales, les commandants fanatiques sans formation technique et les jeunes officiers qui avançaient par obéissance, non par mérite. Cela a créé un commandement parallèle où la compétence était secondaire. L'important était l'obéissance idéologique. On nommait des commandants sans expérience opérationnelle, les officiers capables étaient mis à l'écart, les décisions stratégiques ignoraient les critères techniques et l'armée s'est politisée de l'intérieur. La Wehrmacht a lentement perdu son caractère professionnel. À mesure que la relation se détériorait, les informations que la direction recevait étaient de moins en moins fiables. Les généraux ont appris qu'ils ne pouvaient pas transmettre la situation réelle
parce que les mauvaises nouvelles étaient punies, les rapports optimistes étaient préférés même s'ils étaient faux, des résultats impossibles étaient exigés et les analyses techniques étaient rejetées. En conséquence, les chiffres des réserves étaient gonflés, les pertes étaient cachées, les reculs étaient maquillés, des contre-attaques irréalistes étaient promises et les rapports d'effondrement étaient retardés. Cela a créé une situation absurde. Les décisions étaient prises avec des informations que l'armée elle-même savait fausses. La chaîne de commandement est devenue un corps qui mentait vers le haut par peur et transmettait des ordres destructeurs vers le bas par obligation. Les rencontres entre le leadership et l'état-major ont cessé d'être des analyses pour devenir des rituels. Les généraux présentèrent des cartes, le Führer monologuait pendant des heures et toute objection était écartée. Les réunions suivaient des modèles prévisibles, interruptions constantes, impossibilité de terminer les présentations, divergences considérées comme des attaques personnelles, décisions prédéterminées, lecture de détails minuscules en ignorant la vue d'ensemble et silence de l'état-major pour éviter les conséquences. Ainsi, les réunions se sont transformées en scènes d'obéissance où la planification militaire a disparu. La chaîne de commandement s'est formalisée, mais a cessé d'avoir une fonction pratique. L'affrontement entre le leadership politique et le commandement professionnel a atteint des points critiques à des moments décisifs. Dans le Caucase, en 1942, les forces ont été divisées en plusieurs directions malgré les avertissements unanimes de l'état-major, ce qui a entraîné une perte d'élan opérationnel. À Stalingrad, les généraux exigeaient de rompre l'encerclement et l'interdiction a laissé le commandement paralysé entre obéissance forcée et désespoir professionnel. À Koursk, quand plusieurs généraux ont recommandé d'annuler l'offensive, le refus par orgueil personnel a ignoré que le temps favorisait l'ennemi. En Normandie, l'insistance à maintenir des positions fixes a transformé toute la région en cimetière de divisions. Sur la Vistule et l'Oder, en 1945, des contre-attaques ont été ordonnées sans chars, sans carburant et sans hommes, détruisant les dernières réserves. Chacun de ces épisodes a mis en évidence le niveau de confrontation entre décisions politiques et jugements professionnels. À partir de 1943, le dirigeant développa une profonde méfiance envers l'armée. Il était convaincu que beaucoup de généraux manquaient de volonté, voulaient négocier avec les Alliés, étaient pessimistes par nature, sabotaient ses décisions et cachaient volontairement des informations. Ce n'était pas une paranoïa isolée, c'était un schéma qu'il exprimait ouvertement lors des réunions. Avec le temps, même les généraux loyaux furent vus avec méfiance s'ils proposaient des reculs tactiques. De l'autre côté, les généraux ne faisaient plus confiance au leadership parce que les ordres ignoraient la réalité, la colère était imprévisible, les décisions devenaient de plus en plus irrationnelles, les officiers étaient punis pour dire la vérité et des promesses impossibles à tenir étaient faites. Le commandement était brisé. Il n'y avait pas de confiance verticale. Il n'y avait pas de dialogue fonctionnel. La division entre différents organes de commandement a été délibérément encouragée pour éviter l'émergence d'une autorité militaire unifiée. Le résultat a été une duplication des ordres, des chaînes de commandement parallèles, une confusion opérationnelle, un chevauchement des fonctions et une responsabilité diffuse. Un organe planifiait pour l'Est, un autre pour l'Ouest, mais le leader intervenait dans les deux sans critères unifiés. Cela a produit un chaos permanent. Un ordre émis par un organe pouvait être contredit quelques heures plus tard par un autre selon les caprices du leadership. Le manque de coordination a créé une inefficacité institutionnalisée. Lorsqu'un général proposait de se retirer, il pouvait faire face à 3 réponses: refus immédiat de la demande, dégradation ou destitution, ou remplacement par un officier inconditionnel. Entre 1942 et 1945, des dizaines de généraux ont été licenciés ou forcés de démissionner pour des raisons exclusivement politiques. La destitution est devenue un outil de punition, non de réorganisation professionnelle. Cela a détruit tout sens de continuité. Une armée sans stabilité dans son haut commandement perd sa cohérence doctrinale et opérationnelle. Les officiers ont appris que contredire signifiait la fin de leur carrière, ce qui renforçait la culture de soumission absolue. À partir de 1944, le leader s'est enfermé physiquement et psychologiquement. Il vivait entouré de secrétaires, d'assistants, de serviteurs, d'officiers qui n'étaient déjà pas des stratèges, de personnel de sécurité
et d'une poignée de commandants fanatiquement loyaux. Ces interactions avec l'état-major se réduisirent drastiquement. La communication devint superficielle, filtrée, déformée. Ces décisions n'avaient plus de lien avec le terrain. Les généraux continuaient à envoyer des rapports, mais savaient qu'ils n'étaient pas compris ou acceptés. Le leadership n'avait plus accès aux réalités opérationnelles. Il prenait des décisions basées sur des cartes incomplètes, des données fausses et des suppositions infondées. La fracture du commandement était déjà irréversible. L'isolement progressif du leader n'était pas seulement physique, mais aussi conceptuel. Il a cessé de visiter le front, de s'engager avec les officiers de terrain, de recevoir des rapports non filtrés. Sa compréhension de la guerre reposait de plus en plus sur des cartes abstraites et sur les informations que ses subordonnés immédiats choisissaient de partager. Cette déconnexion avec la réalité opérationnelle signifiait que les ordres émis manquaient de toute base tactique solide. L'armée recevait des directives qui n'avaient aucun sens dans le contexte réel du champ de bataille, mais devait les exécuter de toute façon. Le fossé entre la réalité et les ordres s'est élargi jusqu'à devenir insurmontable. La destruction de la chaîne de commandement a eu des effets pratiques dévastateurs. Les commandants sur le front ne pouvaient pas prendre de décisions rapides parce qu'ils avaient besoin d'une autorisation depuis le sommet. Cette autorisation mettait des heures ou des jours à arriver, et quand elle arrivait enfin, la situation tactique avait complètement changé. L'armée allemande, qui avait dominé l'Europe par sa rapidité de décision et sa flexibilité tactique, était paralysée par un système de commandement dysfonctionnel. La lenteur dans la prise de décision est devenue un désavantage tactique critique que l'ennemi exploitait systématiquement. Le choc entre le leadership politique et le commandement militaire professionnel n'était pas un désaccord ponctuel, mais un effondrement structurel du commandement allemand. La chaîne de commandement s'est transformée en un appareil rigide, paralysé par la peur et soumis à des décisions capricieuses. La rupture entre le leadership politique et le commandement professionnel a éliminé la capacité de l'armée à s'adapter, planifier et répondre adéquatement. Le système de commandement, qui avait été l'un des points forts de l'armée allemande, est devenu l'une de ses plus grandes faiblesses. La fracture interne du commandement fut aussi destructrice que les défaites sur le champ de bataille et a contribué de manière décisive à l'effondrement final du Reich. Défaite accélérée, effondrement final de l'armée et du Reich. En 1944, la Wehrmacht faisait face à un scénario sans précédent. Une armée qui avait conquis la moitié du continent se désintégrait désormais à une vitesse accélérée. Les divisions disparaissaient plus rapidement qu'elles ne pouvaient être reconstruites. Les réserves s'épuisaient sans possibilité de réapprovisionnement. La capacité de résister à toute offensive ennemie s'évaporait. Cet effondrement n'était pas graduel ni inévitable uniquement en raison de causes externes. C'était le résultat direct d'une doctrine qui a consumé l'armée allemande de l'intérieur, accélérant sa destruction finale. La Wehrmacht a commencé la guerre avec un noyau de soldats hautement entraînés, beaucoup d'entre eux vétérans des premières campagnes de Pologne, de France et des Balkans. Pour 1942, cette base professionnelle était déjà profondément usée, mais fonctionnait encore. Cependant, la stratégie de ne pas reculer a accéléré la disparition de cette classe de soldats à un rythme qu'aucune nation européenne ne pouvait remplacer. Chaque fois qu'une division était piégée dans un encerclement, non seulement sa force immédiate était perdue, mais aussi sa structure institutionnelle, sa culture interne, son réseau d'officiers subalternes et son expérience accumulée. L'Allemagne a perdu des centaines de milliers d'hommes qui ne pouvaient pas être remplacés par des soldats du même calibre. Les remplaçants étaient des jeunes de 17 ou 18 ans, des recrues sans formation avancée, membres d'unités improvisées ou personnel transféré de la Luftwaffe et de la Kriegsmarine après l'effondrement aérien et naval. La perte continue de ces divisions détruisait la continuité de l'armée. Il n'y avait plus d'unités vétérans, plus de sous-officiers expérimentés, plus de commandants avec une cohésion interne, plus de mémoire tactique utile. La Wehrmacht se dégradait de l'intérieur jusqu'à devenir une collection de formations incomplètes dirigées par des personnes sans expérience suffisante pour gérer des situations critiques. L'armée qui avait conquis l'Europe n'existait plus. Ce qui restait était une ombre déformée de ce qu'elle avait été. De nombreuses villes et secteurs ont été déclarés comme des points de résistance absolue qui devaient être maintenus, quelle que soit la situation.
cette politique s'est transformée en un mécanisme qui absorbait des hommes et du matériel sans rendement militaire réel. Chaque forteresse impliquait une garnison isolée, des ressources concentrées en un point indéfendable, l'obligation de maintenir une position sans importance opérationnelle et des divisions piégées sans possibilité de manœuvre. Lorsqu'une forteresse tombait, ce qui se produisait systématiquement, non seulement le personnel retranché était perdu. Les unités envoyées pour renforcer cette position étaient également perdues. Dans de nombreux cas, ces troupes étaient détournées de secteurs critiques, affaiblissant encore plus le front général. L'effet cumulé a été la désarticulation du système défensif allemand. Les fortifications improvisées n'agissaient pas comme des points de résistance ralentissant l'avancée ennemie. Elles agissaient comme des trous noirs qui consumaient des réserves vitales. La doctrine de résistance totale absorbait toutes les forces disponibles. L'Allemagne dépendait des réserves opérationnelles pour soutenir la guerre, des unités mobiles capables de combler les brèches, de répondre aux pénétrations ou d'engager des contre-attaques locales. Sans ces réserves, toute rupture sur le front devenait catastrophique. En 1944, presque toutes les réserves allemandes avaient été détruites par la politique de résistance totale. Les divisions Panzer étaient constamment immobilisées comme défense statique, ce qui était contraire à leur fonction originale. Les formations blindées qui devaient opérer comme force de frappe devenaient des unités incapables de se déplacer, condamnées à périr dans des positions qui ne pouvaient pas s'adapter au terrain. Le manque de mobilité à l'intérieur des réserves a créé 3 effets dévastateurs. L'ennemi parvenait toujours à réaliser des pénétrations profondes car il n'y avait pas de forces fraîches prêtes à réagir. Les contre-attaques devenaient impossibles car il n'y avait pas d'unité en état de lancer des opérations offensives. Chaque rupture provoquait un effondrement en chaîne car il n'existait pas de deuxième échelon défensif. La Wehrmacht cessa d'être une armée capable de réagir. Chaque offensive soviétique rencontrait un front sans profondeur, sans réserve et sans capacité de réponse organisée. L'interdiction de la retraite obligeait à maintenir des lignes logistiques impossibles. L'arrière devait envoyer du carburant, des munitions et de la nourriture à des positions de plus en plus exposées, isolées ou proches du front. Avec le temps, les camions n'avaient plus de route sûre, les trains étaient détruits par des attaques aériennes, les dépôts étaient encerclés et les unités mouraient de faim ou d'épuisement. Chacun de ces facteurs serait grave dans une armée en retraite, mais dans une armée statique condamnée à tenir, cela signifiait que les positions se retrouvaient sans les moyens minimaux pour continuer à fonctionner. À mesure que le système s'effondrait, les divisions recevaient des rations minimales. Les batteries d'artillerie étaient à court de projectiles, les bataillons d'infanterie se réduisaient à des groupes symboliques et les unités mécanisées se retrouvaient sans carburant. À la fin de 1944, de nombreuses unités allemandes à l'Est n'étaient plus des divisions fonctionnelles, mais des groupements résiduels sans réelle capacité de combat. Elles existaient sur le papier, figuraient sur les cartes de situation, mais sur le terrain, elles étaient des fantômes organisationnels. Les commandants rapportaient des divisions qui étaient en réalité des bataillons réduits. L'armée allemande était devenue une fiction administrative, soutenue par des nomenclatures qui ne correspondaient plus à la réalité du champ de bataille. À la différence des Alliés, qui pouvaient faire tourner les unités hors du front après de grands combats, la Wehrmacht n'avait plus cette possibilité. La doctrine signifiait qu'aucune unité ne pouvait quitter le front jusqu'à ce qu'elle soit détruite. Cela générait un schéma prévisible. Une division bien entraînée arrive au front, combat jusqu'à être réduite de moitié, continue de combattre, car elle ne peut pas se retirer, perd en cohésion et en officiers, ne peut plus être renforcée de manière cohérente et finit par être anéantie. Le processus pouvait se répéter en l'espace de quelques semaines. Le commandement allemand était conscient de ce cycle, mais l'imposition venue d'en haut empêchait toute reconstruction systématique. À la différence des armées modernes, l'Allemagne a perdu sa structure de formation, son système de rotation, ses réserves de personnel professionnel, sa capacité industrielle à soutenir les remplacements et son réseau logistique pour appuyer de grandes opérations défensives. Le résultat fut une dégradation totale de l'armée. La Wehrmacht se consumait de l'intérieur sans possibilité de régénération. Chaque mois qui passait, l'armée était plus faible que le précédent, non seulement à cause des batailles perdues, mais aussi en raison de l'impossibilité structurelle de se rétablir. À partir de 1944,
la Wehrmacht n'avait plus la capacité de maintenir un front continu. Pourtant, on continuait à exiger la défense de longs secteurs sans importance, ce qui obligeait à répartir des troupes dispersées sur de grandes étendues. Cela créait des lignes défensives superficielles, sans profondeur et sans renfort. Lorsque les Soviétiques attaquaient, la ligne se rompait. Il n'y avait pas de réserve pour colmater la brèche, pas de mobilité pour regrouper les unités et pas d'autorisation pour se réorganiser. Dans ces conditions, chaque offensive soviétique consommait des divisions complètes. La destruction du groupe d'armées centre à l'été 1944 fut l'un des exemples les plus clairs de l'effet final du mandat. 28 divisions allemandes furent anéanties en quelques semaines, non pas parce qu'elles étaient incapables de se battre, mais parce qu'elles n'étaient pas autorisées à se retirer ni à réorganiser la défense. Quand une armée peut se retirer sur une nouvelle ligne défensive, il est possible de concentrer les forces, de consolider les positions, d'organiser des réserves et de créer une profondeur opérationnelle. Cette possibilité a été éliminée. Une fois qu'un secteur s'effondrait, il n'y avait pas de deuxième front préparé parce que les troupes n'avaient jamais été retirées du premier. Cela a provoqué de grandes lacunes sur la carte, la nécessité d'improviser des défenses avec les restes d'unités, l'exposition des villes clés et la perte accélérée de territoire. Il n'existait pas de plan alternatif parce que la stratégie interdisait d'en préparer un. L'armée allemande a été obligée d'improviser constamment sous une pression extrême, sans ressources et sans marge de manœuvre. Le moral au combat ne dépend pas seulement des victoires ou des défaites. Il dépend de la perception qu'il y a un objectif militaire rationnel derrière les ordres. Quand cela disparaît, la désintégration morale s'accélère. Pour 1944, de nombreux soldats savaient que les ordres de résistance n'avaient pas de sens, que la retraite était interdite même lorsqu'elle était nécessaire, que leur commandant était sous pression politique, que l'artillerie et les approvisionnements n'arriveraient plus, que les soviétiques ne s'arrêteraient pas et que résister équivalait à mourir isolé. Cela a entraîné des augmentations de désertions individuelles, des redditions massives, l'effondrement de l'esprit offensif, la chute de la discipline et l'abandon des positions sans coordination. Le moral ne s'est pas effondré par lâcheté, mais par la certitude du destin inévitable. Au fur et à mesure que l'armée s'effondrait, le leadership perdait également les instruments politiques qui soutenaient son autorité. Les autorités régionales ne pouvaient plus mobiliser de ressources, les SS ne pouvaient stabiliser les fronts, la milice populaire était militairement inutile. L'affaiblissement croissant de l'armée détruisait toute possibilité de négocier, réorganiser ou soutenir des défenses politiques internes. La politique de non-retraite n'a pas seulement détruit des divisions, elle a détruit la capacité du régime à influencer la guerre. L'État nazi se maintenait sur son armée et lorsque cette armée a cessé d'exister comme force cohérente, le régime a perdu son principal instrument de pouvoir. En 1945, la Wehrmacht n'existait plus comme une force cohérente. Il existait des unités dispersées, improvisées, désorganisées et affamées, sans capacité de résistance prolongée. Le Reich, qui reposait sur son armée, s'était retrouvé sans son pilier principal. À ce moment-là, il n'y avait pas de force pour contenir l'armée rouge, pas de réserve pour arrêter les offensives à l'ouest, pas de structure logistique pour soutenir les combats, pas de haut commandement fonctionnel, pas de capacité à planifier des opérations et pas de marge tactique ni stratégique. L'interdiction de retrait avait vidé la machine militaire de l'intérieur, transformant le Reich en une coque sans force réelle pour se défendre. Le naufrage n'a pas été soudain, il a été cumulatif. Chaque division détruite dans un encerclement affaiblissait la capacité générale. Chaque forteresse consommée éliminait des réserves vitales. Chaque ligne brisée sans deuxième échelon laissait le front plus vulnérable. Chaque remplaçant sans formation réduisait la qualité de l'armée. Chaque officier destitué pour avoir proposé des retraites éliminait de l'expérience professionnelle. Chaque mois sans rotation épuisait les troupes restantes. Chaque décision basée sur des informations fausses éloignait davantage les ordres de la réalité. La stratégie de résistance absolue n'a pas été une erreur ponctuelle, mais un processus systématique d'autodestruction qui a opéré pendant des années. Lorsque 1945 arriva, l'effondrement du Reich n'était plus seulement une question d'invasion ennemie, c'était la conséquence directe d'une stratégie qui avait démoli, de manière systématique et méthodique, les fondations mêmes du pouvoir militaire allemand. La Wehrmacht,
qui avait été la force armée la plus efficace d'Europe, avait été consumée par une doctrine qui niait les principes de base de la survie militaire. L'armée allemande n'a pas été vaincue uniquement par ses ennemis, elle a été détruite par ses propres ordres. L'interdiction de se retirer a accéléré la défaite, consumé les dernières réserves et éliminé toute possibilité de prolonger la résistance. La fin est arrivée non pas parce que l'ennemi était invincible, mais parce que l'armée allemande n'avait plus la capacité de se battre. L'histoire de la stratégie de se battre jusqu'au dernier homme est, en essence, l'histoire de comment une conviction idéologique peut détruire même l'armée la plus puissante. Ce n'était pas le manque de bravoure qui a condamné la Wehrmacht, ni l'incompétence de ses officiers, ni même la supériorité matérielle de l'ennemi à elle seule. C'était l'imposition d'une doctrine qui contredisait chaque principe fondamental de la guerre moderne. Flexibilité, adaptation, préservation des forces et capacité de manœuvre. Ce qui avait commencé comme une interprétation déformée de l'effondrement de 1918 s'est transformé en un mandat absolu qui a dévoré l'armée allemande de l'intérieur. Chaque ordre de résister sans se retirer éliminait les options tactiques. Chaque position maintenue à tout prix consommait des divisions irremplaçables. Chaque forteresse déclarée devenait une tombe collective. Chaque interdiction de mouvement détruisait la capacité opérationnelle. La Wehrmacht, conçue pour conquérir par la vitesse et la surprise, fut forcée de mourir immobile sous le poids d'une stratégie suicidaire. L'effondrement final du Troisième Reich était inévitable une fois que cette doctrine fut institutionnalisée. Il n'y avait aucun moyen de se remettre des pertes massives, aucune manière de reconstruire les réserves détruites, aucune possibilité de restaurer la cohésion perdue.